Salut, c'est Platon, et bienvenue dans ma caverne. Il y a un an de ça, j'ai chopé le Covid, alors j'ai toussé comme un gros porc, mais j'avais beaucoup de temps libre devant moi, et du coup j'en ai profité pour faire des TikTok sur des anecdotes historiques, sur des meurtriers en série aussi. Je suis retombé dessus récemment, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire une petite compilation, donc bien là voilà. Bon visionnage. Est-ce que vous aimez les enfants? Albert Fish aurait sans doute répondu oui à cette question, et ça serait pas étonnant, étant donné qu'il en a mangé plusieurs. Albert Fish meurt exécuté sur la chaise électrique en 1936. On lui reconnaîtra 4 meurtres, mais il dira lui-même en avoir effectué plus de 100. Son psychiatre évaluera carrément ce chiffre à 400 victimes. Toutes auront pour point commun d'avoir moins de 18 ans au moment de se faire violer, assassiner et manger. Et pourtant, résumer Albert Fish à sa pédophilie et à son cannibalisme, eh bien ça serait passé à côté de bon nombre de ses vices. Il était ouvertement ondiniste et coprophage, de jolis mots pour dire qu'il aimait manger son caca. Il était aussi un grand amateur de sadomasochisme hardcore et d'automutilation. On a retrouvé au niveau de son bassin et de ses parties génitales des aiguilles qu'il s'était lui-même insérées. Comble de l'horreur, il écrivait parfois des lettres aux parents de ses victimes pour leur raconter ce qui s'était passé. Voici un très court exemple qu'il a envoyé aux parents de Grace Budd en 1934. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Mais je l'ai pas baisée, même si je l'ai regretté. Elle est morte vierge. Bref, aujourd'hui Albert Fish est mort, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est tant mieux. 200 meurtres. Ça serait le macabre score de H.H. Holmes, un pharmacien américain qui se serait reconverti en tant que tueur en série à la fin du 19e siècle. Nous sommes en 1893, à Chicago. L'exposition universelle qui s'y déroule alors amène plus de 27 millions de visiteurs qu'il va falloir alors loger, dans des hôtels par exemple. Et ça tombe bien pour Holmes qui vient d'ouvrir son propre hôtel en face de sa pharmacie. À plusieurs reprises, Holmes va changer d'architecte volontairement ainsi que de constructeur afin de donner un côté totalement labyrinthique à son hôtel. La plupart des chambres n'ont pas de fenêtres, certaines portes s'ouvrent sur des murs en briques, et certains escaliers n'amènent à aucun étage. Quelques pièces possèdent des trappes et des arrivées de gaz, permettant ainsi à Holmes d'asphyxier ses clients pendant qu'ils dorment. Meurtrier mais toujours entrepreneur, Holmes disséquait certains de ses anciens clients afin d'en vendre le squelette et leurs organes à des écoles de médecine, qui ne posaient alors aucune question. Holmes finira par être arrêté en 1894. Il sera jugé puis pendu en 1896 après avoir avoué 27 de ses meurtres. En 2011, son arrière-petit-fils prétendra qu'avant les événements de Chicago, Holmes serait passé à Londres, soit pile poil au même moment qu'un certain Jack l'Éventreur. Pour lui, ça ne fait aucun doute, ce sont bel et bien la même personne. Réformé de l'armée pour troubles psychologiques après une tentative de meurtre et de suicide ratée, Joseph Vacher passera près d'1 an en hôpital psychiatrique. Il en sortira normalement, considéré comme guéri par le corps médical. Et ça sera une erreur. Nous sommes en 1894. Une fois relâché, Joseph Vacher n'a nulle part où aller. Il entamera alors une vie d'errance. Il parcourra le sud de la France à pied, travaillant ici et là dans quelques fermes pour se faire un petit peu d'argent. Il est alors ce qu'on appelle un vagabond. Entre deux boulots, il arpentera les chemins en recherche d'une nouvelle victime, de préférence jeune et isolée. Ses cibles préférées seront les bergers et les bergères, que la France compte encore en grand nombre à cette époque. Vacher respectera toujours le même mode opératoire. L'étranglement, la mort, puis le viol de sa victime, systématiquement dans cet ordre. Les mouvements incessants dus à son vagabondage l'ayant rendu difficilement saisissable, Vacher écumera les routes de France pendant 3 ans avant de se faire attraper en 1897. Il avouera 11 meurtres et sera condamné à mort par guillotine le 31 décembre 1898. C'est ainsi que prennent définitivement fin les agissements de celui que la presse d'alors surnommait le Jack l'Éventreur du Sud-Est. Savez-vous qu'un vaccin peut totalement faire foirer votre tentative de suicide? C'est en tout cas ce que Mithridate VI a appris à ses dépens, et il s'est senti bien con. Nous sommes en 63 avant Jésus-Christ, et Mithridate est acculé. Lui qui a vécu toute sa vie en défiant l'empire de la République romaine voisine, le voilà dos au mur, elle risque de mettre la main sur lui. Il n'a plus qu'une seule solution s'il souhaite mourir libre, mettre fin à ses jours. Disposant de poison, il en ingurgite alors, mais
il ne meurt pas. En effet, avant cela, Mithridate VI avait peur que quelqu'un vienne l'assassiner avec du poison. Pendant toute la durée de son règne, il en prenait des petites doses chaque jour afin d'y habituer son corps, un peu à la manière d'un vaccin. Ironie du sort, il n'avait pas prévu qu'il souhaiterait s'empoisonner lui-même, et du coup, il ne meurt pas. Qu'à cela ne tienne, il tente alors de se suicider en se jetant sur son épée. Et là, pas de bol, il se foire aussi. Du coup, il finira par demander à un de ses gardes de mettre fin à ses jours et aussi à ce gros moment de lose. Bref, c'était l'histoire du suicide un peu raté de Mithridate VI. Des fois, on fait la guerre pour sa religion, des fois, on fait la guerre pour sa culture. Et en France, eh bien, on a fait la guerre pour nos pâtisseries. Ouais. Nous sommes en 1832 au Mexique. Des officiers mexicains viennent de mettre à sac la pâtisserie d'un Français installé là-bas, appelé Remontel. 800 pesos sont demandés en dédommagement. La presse de l'époque, qui a quelques problèmes vraisemblablement avec les mathématiques, ont eu plutôt tendance à évoquer les chiffres de 30 000 à 60 000 pesos de dédommagement. Les mecs sont à peine dans l'abus. Ça va envenimer une situation déjà très tendue entre la France et le Mexique, qui vont finalement se déclarer la guerre en avril 1838. La mise à sac de la pâtisserie, finalement, c'est juste un incident parmi d'autres. Par contre, c'est celui qui a été retenu pour donner un nom rigolo à cette guerre. Le conflit durera 11 mois et se soldera par une victoire française qui demandera au Mexique 600 000 pesos en remboursement. C'est 750 fois plus que la mise de base qui était de 800 pesos seulement. Ça fait extrêmement cher la tartelette.